BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est l'ancien secrétaire général de l'Élysée, ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous publiez « Et après » avec un point d'interrogation. Et c'est publié chez Fayard. C'est un petit livre où on trouve plein d'idées. On le disait en aparté. Et vous avez des formules assez chocs qui permettent de savoir un peu où est-ce que vous voudriez qu'on aille, parce qu'il nous reste peu de temps en tous les cas. C'est ce que vous dites. Juste un petit message. Je sais qu'on ne parle pas de politique, bien sûr. Mais quand vous avez été secrétaire général de l'Élysée, comment ça se passe un remaniement ? C'est jusqu'au dernier moment, jusque sur le perron, là on modifie la liste. Vous le savez très bien, vous êtes une professionnelle de tout ça. On se souvient avec Emmanuel Macron, oui. Oui, tant que c'est pas fait, voilà. Oui, mais ça veut dire... Non, on parle pas de politique, là, c'est juste la cuisine. Non, mais la technique du remaniement. Oui. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Oui. Voilà. Et comment on choisit les grands équilibres? C'est en fonction de quoi C'est la politique, ça, on va pas aller sur ce terrain. Oui. Non, mais parce que non, c'est pas forcément de la politique. C'est de. Vous avez un mélange. C'est l'art de gouverner, mais bon, c'est pas la peine que ne faites pas pérorer là-dessus. C'est inutile. Oh, là, pourtant, en ce moment, c'est un peu ce qu'on. Oui, on essaie de comprendre comment. Enfin, parce que tout le monde n'a pas été à l'Élysée, quoi. Vous êtes obligé de parler en attendant le résultat, mais attendez la publication du gouvernement, vous verrez. Vous commenterez, vous aurez la réponse à vos questions. Non, mais ça, c'est pas une bonne réponse. Alors, c'est pas grave. On va continuer, on va pas perdre de temps. Vous dites, dans votre livre, on peut se demander ce que ce crash test a révélé au monde. Pour vous, ce qu'on vient de vivre, c'est un crash test ? Oui, alors, je dis révélation parce que je ne pense pas que le monde ait changé tellement. Ouais. Et les relations internationales, tous les spécialistes savaient que c'est une foire d'empoigne, c'est pas une communauté internationale. C'est même pas un nouvel ordre mondial, c'est un désordre instable, vous voyez. Bon, donc ça a révélé, et tous les faux semblants, les formules pour masquer ça, on est devant un monde assez dur. Là, il y a la dimension sanitaire, il y a la dimension géopolitique, mais donc c'est un révélateur. Donc j'ai utilisé le temps du confinement obligatoire à réfléchir à ce qui se passait. Pourquoi des avertissements très clairs, que je cite au début, n'avaient pas été entendus, pourquoi c'était inaudible ? Parce que ce qui est devenu la mondialisation des 30 dernières années rend impossible d'intégrer ce genre d'avertissement qui met en cause le mode de vie, etc. Et après, j'ai essayé de tirer le fil en disant qu'est-ce qui va changer quoi qu'on fasse, en bien ou en mal, et qu'est-ce qu'il faudrait changer. C'est pas la même chose, vous voyez. Alors, je vais commencer par la fin. C'est vraiment la fin, c'est vos dernières lignes, d'accord ? Vous dites, il est difficile en juin 2020 d'imaginer un monde à la fois plus technologique et plus humain, un monde compétitif mais plus coopératif, un monde plus interdépendant mais plus solidaire, une économie écologisée et plus équitable. Il le faut pourtant, mais on voit bien que ça s'est concilié l'inconciliable, quoi. C'est les choix, c'est la politique. Alors c'est là où il y a des décisions à prendre. C'est pas simplement le comportement des gens qui vont. Non, mais vous y croyez à ce que vous avez écrit là ? Oui. Parce que non, mais à un moment donné, je dis, on va pas tout changer. Les utopies, le monde va changer complètement, ça n'arrive jamais. Même pendant la Révolution française, il y a des tas d'éléments de fond qui ont continué, vous voyez. Donc a fortiori dans des cas comme ça. Et en même temps, il y a plein d'activités humaines et pas que économiques qui sont plus du tout les mêmes dans 2-3 ans. Donc l'intégration, par exemple, l'impératif d'écologisation. J'insiste sur ce mot parce que c'est un mouvement. Écologie, c'est statique. Écologisation, c'est une politique. Ça va s'emparer de toutes les activités, en fait. Donc, dans 2-3 ans, des tas de choses qui paraissent impossibles aujourd'hui paraîtront possibles. Le tourisme, je prends un autre exemple, le tourisme de masse. Il ne va pas se développer comme on pensait qu'il allait se développer après, en extrapolant les 20 dernières années. Il y a plein de choses comme ça. Oui, mais en même temps, on voit bien... Et après, ça dépend si vous êtes un Congolais, un Laotien, ou un Français, ou un Canadien. Ça dépend. Mais il y a énormément de changements en cours. En même temps, on voit bien que la difficulté, parce que vous-même vous dites il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est confondre la remise en marche et le retour à la normale. Il y a une tentation sur le tourisme de masse, on voit déjà qu'il y a un peu la tentation qui revient. Oui, une fois les déclarations d'intention affichées. Les pays qui en vivent, ils vont dire ça forcément. Ce que je conteste, c'est le retour à la normale, l'apostrophe. Parce que plein de choses d'avant n'étaient pas normales, bien sûr. Alors, dans le tourisme de masse,
il y a des pays, il y a des organisations, il y a des villes qui en vivent. Mais vous savez que déjà, par exemple, Dubrovnik ou autre, on peut prendre d'autres exemples, Santorin encore, c'est quasiment comme sur le Mont Blanc. Il faut prendre rendez-vous pour venir. Oui, il y a une sorte de phénomène de saturation, indépendamment de considérations morales, sociales, écologiques, etc. Donc il y a des phénomènes qui ont marqué la mondialisation de la dernière période. Parce que la mondialisation, c'est globalement un progrès, naturellement. Mais je parle des dérives récentes. Donc je pense qu'il y aura des tas de correctifs. Et pas uniquement par décision des gouvernements, vous voyez. D'ailleurs, quand on regarde, vous êtes ici à BFM Business, vous connaissez bien le monde de l'entreprise, vous avez vu à quel point ils ont intégré tout ça. Et en avril, quand certains disaient, voilà, il faut se débarrasser des contraintes écologiques, le taxe carbone et compagnie, on s'en fiche, les plus grands patrons ont dit l'inverse. Non, ils ont intégré ça en fait. Oui, mais en même temps, je m'en souviendrai toujours, parce que pour moi, c'était un moment fort, une des premières interviews en présentiel, comme on dit, c'était la première, même le 11 mai, avec Louis Gallois assis là, et qui a dit l'essentiel pour l'instant, qui veut dire faire de l'écologie, l'écologisation sur un champ de ruines, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord qu'on refasse du business, qu'on retrouve un petit peu le chemin de la croissance. Et alors après, bon... Mais comment on définit la croissance? C'est ça la question. Non, mais à l'instant T, c'est la reprise d'activité. À l'instant T, Louis Gallois a raison. Et si on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, on redémarre comme c'était. Mais aussitôt après, très vite, on intègre l'écologie qui n'est plus une contrainte, qui est un moteur pour l'avenir. Qui doit être un moteur, absolument. Qu'il est déjà dans des tas de domaines. C'est pour ça que la plupart des grands patrons ont intégré ça. Alors on ne va pas s'écologiser du jour au lendemain, c'est idiot. Il n'y a pas le blanc et le noir, il n'y a pas les gentils écologistes et tous les autres qui sont méchants. C'est un phénomène qui va s'emparer de toutes les sociétés. Et ceux qui seront les plus compétitifs dans quelques années, ce sont ceux qui auront intégré ça. Après, il y a une question de rythme, de vitesse. Regardez, au point de vue européen, l'Europe a pas mal réagi en fait. Et le Green Deal de Mme von der Leyen, il va converger avec le plan de relance, sur lequel il y aura un compromis dans les semaines qui viennent. Bien sûr, mais par contre, sur le Green Deal, je pense que le compromis sera un petit peu difficile, parce que sur le prix du carbone, par exemple, on n'a pas du tout la même... ça va venir. Les Allemands sont contre, les Français sont très divisés. Non. Les Allemands, parce qu'ils ont fait un mauvais choix, en sortant prématurément du nucléaire, donc le charbon, mais il faut raisonner en dynamique. En 10 à 20 ans, ça va complètement changer, ça. Complètement. Alors, il faut donc gérer intelligemment les étapes de l'écologisation. C'est pas la même chose si on parle de transport, si on parle d'agriculture, si on parle des usines chimiques. C'est pas les mêmes calendriers, c'est pas les mêmes résistances, c'est pas les mêmes avancées. Mais dans le monde, il y a des millions et des millions de gens qui travaillent là-dessus et qui inventent sans arrêt, toutes les semaines, une molécule qui est moins pire qu'une autre, un moteur qui est mieux, tout ça. Il y a un énorme mouvement, en fait. Et je trouve que le monde des praticiens de la mondialisation est plus optimiste que celui des théoriciens de la mondialisation, qui ont poussé des hurlements en avril en disant c'est atroce, on met en cause la mondialisation, la démondialisation, quelle régression, mon Dieu. Bon, c'est des espèces de glapissements qui sont hors sujet, en fait. Alors que les praticiens avancent. Bon, il n'y a pas que ce sujet, mais il est très important, le sujet de l'écologisation. Oui, c'est un point essentiel, parce que surtout on voit là qu'il y a une poussée verte, même si elle n'est pas aussi spectaculaire. Avant, la poussée verte, ça n'a aucun rapport. Oui, mais si, ça a un rapport. Même s'il n'y a aucune poussée verte, ça concerne uniquement le mode de vie d'une petite partie des gens dans les centres-villes, ça. C'est différent. Ils veulent ville. Alors, la question. Autre chose. Et puis, c'est pas eux qui vont inventer la batterie de l'avenir, c'est pas eux qui vont réduire l'émission de CO2 du numérique. Non, mais c'est-à-dire que je pense que rien, là où votre terme écologisation est meilleur que le mot écologique, écologie, il y a toujours un aspect un peu idéologique dont tout le monde, on rentre dans des débats sans fin. Écologisation, on voit bien, absolument, mais on voit bien que pour même un Jean-Dominique Sénard, etc., c'est une chance, comme vous l'avez dit. Alors vous dites, si tout ne va pas changer, rien ne sera exactement comme avant. Il y a ce phénomène-là. Quels sont les autres phénomènes? Alors, l'aspect plus compliqué à saisir, c'est l'aspect social, les rapports humains, le fait qu'on ait redécouvert le caractère indispensable de toutes sortes de métiers négligés. C'est pas simplement l'infirmière, c'est le livreur de pizza, etc. Est-ce qu'on peut répondre à ça par des augmentations salariales? Il le faudrait. Est-ce que c'est gérable dans l'état où est l'économie, où elle va être une dette géante inconnue avant? C'est plus compliqué. Mais je pense qu'il y a quelque chose, mais ça, je ne sais pas comment ça va tourner, qui relèverait d'un regard différent. Vous voyez, la considération, c'est lié aussi à la formation. Par exemple, que va devenir une des raisons pour lesquelles c'est différent en Allemagne et en Suisse, c'est qu'il y a un système d'apprentissage et de formation en alternance qui est très remarquable. Et il n'y a pas la même coupure, en fait. Et des gens issus de ces filières, entre guillemets, mauvaises guillemets, techniques,
serait mal considéré ici et très bien considéré dans d'autres pays. Donc je pense, je l'ai dit à un moment donné, qu'on devrait regarder du côté allemand et même suisse, pas uniquement pourquoi ils ont plutôt mieux géré l'affaire le choc de la pandémie que la plupart des autres, mais également cette question qui concerne les métiers, vous voyez. Oh, oui, en même temps, on voit bien que la réforme de l'apprentissage, elle a été largement inspirée aussi de ce qui se passe en Suisse et en Allemagne. Donc en France aussi, on essaye de... Oui, on a essayé sur ce plan-là... On a du mal, vous savez que ça piétinait avant, là. Il faut quand même reprendre ça. D'ailleurs, je pense que tous les pays au monde doivent évaluer ce qu'ils ont fait dans le confinement, le déconfinement, qu'il y a l'Allemagne qui est intéressante à étudier, l'Autriche, la Suisse, mais aussi évidemment Taïwan, la Corée du Sud, mais même le Vietnam par exemple, ou alors l'Islande. Oui, pour vous c'est très important et vous le dites, il faut absolument tout évaluer. Tout évaluer pour quoi faire en fait? Pour rendre des comptes, pour faire de la politique, Hubert Védrine? Justement pas. Non, les règlements de compte, attaquer en justice, tout ça c'est grotesque. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Il faut... Enfin, il y en a quand même 80, même plus, plaintes qui ont été déposées à l'encontre de... C'est pas ce que je préconise, vous voyez. Je pense qu'il faudra évaluer. C'est trop tôt, regardez la situation en Amérique du Nord et du Sud. On ne peut pas évaluer, c'est trop tôt. Mais comme les virologues, qui ne sont pas en désaccord entre eux, contrairement aux médecins, et qui pensent que ça ne peut que recommencer une autre fois, avec un autre virus, à cause du développement, la surpopulation, les techniques agricoles, la promiscuité entre les zones anciennement naturelles et boisées et puis les populations. Je fais une petite aparté. Donc les virologues sont d'accord là-dessus. Donc il faut se préparer, donc évaluer pour ça. Oui. Évaluer pour réagir autrement la prochaine fois. On ne sera pas obligé de confiner des pays entiers la prochaine fois. Vous voyez, ça sera plus ciblé. Oui, mais justement, comment est-ce que vous avez, réagi en tant qu'ex-responsable, j'ose pas dire politique, mais enfin responsable en tous les cas du destin de la France. Alors c'est sous toutes ces controverses autour des scientifiques, du conseil scientifique, du professeur Raoult, même les infectiologues qui n'étaient pas d'accord entre eux. Enfin, c'est vrai qu'on a découvert quand même un monde de la santé où on avait l'impression que quand on est chez le docteur, ce qu'il nous disait était exact. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais leur seul tort, c'est d'avoir trop parlé, c'est tout. C'est normal qu'ils aient hésité. Ah, mais c'est très révélateur, hein. Oui, mais c'est révélateur d'une incertitude scientifique qui est honorable. Oui. C'est un virus totalement nouveau, avec des effets tout à fait déconcertants. Même maintenant, on n'est pas tout à fait sûr. Donc c'est normal qu'ils ne sachent pas au début. Mais pourquoi ils parlaient tous les jours? C'est absurde. C'était pour essayer de nous expliquer ce qui se passait. Non, mais ils ne savaient pas. Eux-mêmes ne savaient pas. Pourquoi dire que les masques servent à rien? Ensuite, ils sont indispensables. Le virus... Quelle cacophonie en tous les cas. Donc je pense qu'ils ont tout simplement trop parlé. Voilà. C'est paradoxal à dire dans une chaîne d'information continue, mais je pense qu'ils auraient pu parler moins en faisant état des interrogations légitimes. On ne sait pas encore si ceci, si cela. Vous voyez. Mais bon, cela dit, c'est passé, il ne faut pas s'éterniser sur ce sujet. Dans ce petit chapitre, tout évalué, où ça c'est intéressant, enfin, c'est intéressant ce que vous dites. Et à la fin, vous dites l'homme moderne, cet hypocondriaque obsédé par une lutte permanente contre toute forme possible d'infection, découvre qu'il ne peut s'abstraire du monde naturel qu'il avait cru avoir soumis. Ça, moi, je pense que c'est une des phrases les plus fortes de votre livre, parce que c'est vrai, on voit bien, on a découvert ce que c'était... des dauphins, on a découvert ce que c'était... D'une façon assez ironique mais gentille, pourquoi les intellectuels en général détestent toutes ces histoires d'écologie et compagnie, c'est parce qu'ils ne veulent pas être des êtres organiques. Je pense qu'ils sont que des cerveaux. Vous savez, la culture l'a emporté sur la nature. Et donc la seule activité naturelle qu'ils trouvent tout à fait légitime, c'est l'activité sexuelle. Ça, c'est pour les intellectuels. Vous voyez. Et Bill Gates, c'est des plaisanteries aussi là-dessus. Laquelle, par exemple? Sur le fait que c'est très énervant de penser qu'on est fait de façon organique et que s'il y a des milliards de petites cellules dans tous les sens, et que voilà. Donc il faut réintégrer, mais c'est tout le débat nature-culture. Donc on va être obligé... Mais ça, je pense que c'est un débat de fond, vous voyez, c'est un vrai débat. Mais je pense que quand on aura fait 10 à 20 ans d'écologisation intelligente, moderne, pas narcissique, il ne faut pas se concentrer par exemple sur le CO2 français. Grâce au nucléaire, on émet 1% du CO2 mondial, donc c'est disproportionné. Oui, mais enfin, on ferme Fessenheim. Comment? On ferme Fessenheim. Il y a quand même une pression très forte. C'est très bien, comment c'est pas une décision scientifique, ça. Donc il y a d'autres domaines où on peut donner l'exemple mieux. Mais une fois qu'on aura fait 10 ou 20 ans dans ce sens, je pense qu'il y a précisément l'opposition, depuis le 18e, nature-culture, sera approchée différemment. Et ça peut parler à d'autres peuples que les peuples occidentaux, parce qu'on est en train de parler entre nous ici à Paris, alors que l'essentiel des problèmes, c'est ce que va faire la Chine, ce que va faire l'Inde, l'Afrique. Justement, c'est un point que vous abordez, qui est très intéressant, qui est sur la gouvernance mondiale. Au début, vous dites, en fait, ce crash test nous a permis de révéler toutes les failles du monde actuel, notamment la gouvernance
mondiale, qui est effectivement une grande faille. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on peut changer? J'avais un débat à Aix-en-Seine avec le service économiste sur ce thème, surmonter les tensions géopolitiques, avec l'ambassadeur de Chine, Patrick Pouyanné, Suzanne Berger, une historienne de la mondialisation. On voit toutes les difficultés de cette gouvernance mondiale. L'ambassadeur de Chine à Paris, il est très intéressant parce qu'il exprime exactement la ligne du président. Mais oui, c'est pour ça que... Oui. On n'est plus dans la Chine de Deng Xiaoping. Hein. Non, c'est intéressant. Mais la gouvernance, attention. Moi, je dis, ça a révélé à tout le monde qu'il n'y a pas de communauté internationale. Communauté, c'est un terme sympa, chaleureux, convivial. Bon, et donc, il y a une foire d'empoigne, il y a un champ de force. Mais je ne plaide pas pour qu'il y ait une gouvernance mondiale, maintenant, dans l'état où nous sommes, nous, Européens. S'il y avait la gouvernance mondiale, elle a toujours été imposée par les vainqueurs. 1815, 1918, 1945, etc. Aujourd'hui, ça serait quoi? Vous avez quand même l'ONU qui pourrait... Non, l'ONU, c'est le nom de la salle, c'est le cadre. D'accord. C'est pas les forces en présence. L'ONU, c'est le nom de la salle, belle expression, oui. Bon, donc s'il y avait un accord de gouvernance mondiale, vraisemblablement, ce serait un accord entre les Américains et la Chine, aujourd'hui. Donc sur le dos des Européens? Sans doute. Oui. Et pas du tout dans notre sens. Donc tant que l'Europe n'a passé par ce déclic mental où elle assumerait enfin, elle accepterait enfin, elle se résignerait enfin à devenir une puissance pour se faire mieux respecter par la quinzaine de puissances qui marchent sur les pieds. Bon. Donc on n'est pas dans cette situation. Il ne faut pas trop plaider pour un accord de gouvernance mondiale. Oui, mais en même temps, on est quand même dans un affrontement extrêmement dur entre la Chine et les États-Unis. Justement. Oui, mais donc là, à ce moment-là, vous nous parliez dans 20 ans. C'est une question de changement d'attitude. D'ailleurs, ce que dit la nouvelle commission est très intéressant là-dessus. Alors, il y a beaucoup de choses à rattraper. Par exemple, nous, contrairement aux Allemands, qui n'ont pas désindustrialisé, on doit pas délocaliser les mêmes choses, mais réindustrialiser, vous voyez. Ça, c'est intéressant. Mais Mme von der Leyen, M. Timmermans, Thierry Breton, d'autres, ils tiennent des propos très intéressants. Mais il faut remettre en marche la souveraineté européenne. Tout ça. Donc, la priorité, c'est de ne pas être écartelé dans les années qui viennent entre la Chine et les États-Unis. Pour ça, il faut qu'on impose nos positions, qu'on développe nos technologies. C'est pas pour se fermer bêtement. C'est il faut d'ailleurs, c'est sur la Chine pour résister aux Américains, à l'inverse. Bon, on va faire un peu de réel politique entre les deux. Mais c'est ça la priorité. C'est pas forcément dans 20 ans. S'il n'y a pas de déclic mental. Mais il faut un déclic, oui. Mais jusqu'à présent, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu ce déclic mental? Donc, vous voyez qu'on peut se poser à s'interroger. Ces événements, justement, peuvent nourrir ça, vous voyez. Ouais, c'est ça qui serait en tous les cas un point fort. Qui a démarré à partir de la dépendance extrême en matière de produits pharmaceutiques. Ça peut s'étendre à d'autres éléments du raisonnement. Vous voyez, oui, l'indépendance, bien sûr, on peut décliner, mais oui, c'est l'indépendance, l'indépendance. En tout cas, ne pas dépendre d'un seul pays dans un domaine clé. Oui, mais en même temps, vous dites... On va répartir... Si on est dépendant, c'est le marché mondial, c'est moins dangereux. S'il y a 10 pays, vous voyez. Il faut le faire de façon moderne. Mais par exemple, dans votre livre, vous dites par exemple de vouloir reproduire le Doliprane en France, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que la théorie des avantages comparatifs, elle a quand même sa raison d'être. Oui, jusqu'à un certain point, mais on va la corriger. N'oubliez pas que les calculs économiques, le PIB, les calculs d'investissement ne tiennent aucun compte des coûts écologiques. Tout est externalisé. Donc ça peut aboutir à des aberrations. Le jour où on aura réinventé le PIB, j'ai fait un chapitre là-dessus, il nous faut un PIB écologique. J'ai vu après d'ailleurs qu'il y a un grand professeur anglais, je crois d'origine pakistanaise ou indienne, qui dit exactement ça. Il faut changer le mode de calcul à la base. Parce qu'on ne va pas convertir les gens à l'écologie, c'est trop casse-pied. Il faut que les décideurs soient obligés d'intégrer dans une sorte de nouvelle main invisible du marché, vous voyez, qui intègre ça. Donc il y a d'énormes développements devant nous. C'est le prix du carbone. Il suffit de se mettre d'accord, c'est un prix du carbone. Prix du carbone, que certains veulent, d'autres pas. Tirol, le prix Nobel, il dit même qu'il faut un prix du carbone mondial. Bon, on n'en est pas à l'imposer à la Chine, mais ça viendra. À mon avis, ça va venir inévitablement. Oui, donc déjà, c'est compliqué. Vous travaillez beaucoup avec des chefs d'entreprise, vous parlez, vous leur expliquez un peu les risques auxquels nous allons être exposés. Si vous aviez deux, trois lignes de force là, en cette, j'ose pas dire sortie du Covid, mais enfin en tous les cas de cette première phase, ça serait quoi ? Non, la sortie du Covid, c'est différent pays par pays. Par exemple, la question en France, c'est pas la même qu'en Suède. Oui, mais quand vous voyez un grand patron d'une multinationale, vous lui dites quoi ? Ça dépend de quel patron, avec quel projet, dans quel pays. D'abord, il faut se résigner à ce que le monde soit instable. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il dit monde chaotique. Moi, je dis mer agitée à très agitée tout le temps, en termes nautiques. Et
Donc il faut intégrer ça. Il ne faut pas croire qu'on va sortir de la crise, qu'on va être dans un monde stable et ordonné. D'incertitude, d'accord. Donc les entreprises ont besoin plus que jamais d'avoir des antennes, de réfléchir à long terme, d'éviter les risques. Mais vous savez, moi je connais par cœur le monde du pouvoir, la politique et les entreprises. Les grandes entreprises, elles sont presque plus capables disons, de vision stratégique que les gouvernements. Oui, c'est très frappant. Qui sont écartelés, tirent à UAIDIA tous les jours, l'opinion, l'excitation, etc. Donc elles ont cette capacité. Après, ça dépend des domaines d'activité. Est-ce que vous êtes dans des domaines où l'écologisation va vous obliger à transformer complètement tout ce que vous faites? Bon, l'énergie, c'est très compliqué, vous voyez. Il faudra sortir du nucléaire le jour où on arrivera, pas avant, mais le jour où on arrivera à avoir des batteries solaires qui gardent l'énergie très très longtemps, ou si on maîtrise l'hydrogène. Bon, il faut s'inscrire dans des perspectives scientifiques, c'est pas la même chose. Transformer, je prends un autre exemple, hein, l'agroagriculture. L'agrobiologie appliquée à l'agriculture, la rendre aussi performante que notre agriculture, notre agro-industrie hyper performante, avec beaucoup trop d'intrants chimiques, on va dire de celle des 50 dernières années. Vous parlez aux gens de l'INRA, ils disent on peut le faire. Alors, ce qui est drôle, il y a juste un point. Vous parlez. C'est pas les mêmes calendriers selon les domaines, vous voyez. Très intéressant ce que vous dites sur l'écologisation, mais il y a un point dont vous parlez peu, c'est le numérique, qui quand même, je veux dire, qui impacte quand même. On l'a bien vu, cette crise, elle a été révélée. Pour vous, visiblement, c'est pas. Non, je dis pas que c'est un problème. D'ailleurs, dans mon livre d'avant, entre temps, il y a eu le livre sur Ulrich, mais le livre Compte à rebours. Ça, c'était avec votre fils, Compte à rebours. Je disais, il nous arrive en même temps le choc démographique. Le compte à rebours écologique, le choc numérique. Et ce qui m'est frappé à l'époque, c'est que dans les grands patrons de la Silicon Valley, tous ces gens qui ont changé le monde, qu'est-ce qui a changé le monde avec le monde qui aboutit au monde dans lequel on est, c'est Deng Xiaoping et c'est les gens de la Silicon Valley. Ils sont partagés là-dessus. Vous avez tous ceux qui disent le numérique c'est la panacée, ça règle tout, y compris l'écologie, y compris la santé, y compris les questions sociales, et d'autres qui disent oh là là, attention, on était trop loin. Ils ne sont pas du tout transhumanistes, les autres et compagnie. On était trop loin, il faut freiner. D'ailleurs, mes enfants, je leur ai interdit les tablettes. Donc, moi, je ne peux pas, je n'ai pas la compétence suffisante là-dessus. Je pose la question. Je pense qu'il y a une question de maîtrise du numérique. Mais autant vous ne vous posez aucune question sur l'écologisation, autant sur le numérique, vous avez des questions. L'écologisation, je m'intéresse à ça depuis que je suis enfant, et puis toute l'époque à l'Élysée, j'ai rencontré les grands scientifiques mondiaux, donc je suis arrivé à une conclusion là, ça reste ouvert. C'est évident que le numérique devient irremplaçable, mais déjà il émet plus de CO2 que le transport aérien, vous vous rendez compte? Bien sûr, oui, c'est dingue. Qui le sait ça? Il faut s'occuper de ça. Et alors d'autre part, les questions sociales, est-ce que ça facilite tout, ou est-ce que ça désintègre la société telle qu'on l'a connue, avec la robotisation qui est une forme de numérisation? La réponse n'est pas donnée. Donc nous, on est Français, Européens, on va dire, il faut encadrer, il faut réguler, il faut on se mette d'accord sur des règles par rapport aux Chinois. Bon, je vois bien ce qu'il faut tenter de faire, mais la réponse n'est pas évidente. Mais c'est pas fait pour répondre à tout. Non, mais justement, mais vous le dites, justement, en conclusion. Des questions. Et après, chez Fayard, c'est un livre, justement, qui pose bien un peu, et simplement, et rapidement, les bases d'une réflexion qu'on doit tous avoir, parce que je pense que c'est aussi une des conclusions de cette crise, c'est d'abord chacun sa réponse par rapport à sa propre vie. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'avoir été avec nous.